Dimanche 23 avril, bonjour à tous et bienvenue sur RTIA. Après sa rentrée solennelle le 13 avril dernier, le Sénat vient de se doter d'un calendrier de travail. Il couvre la période du 17 avril au 6 juin prochain. La Chambre haute du Parlement entrevoit également l'examen d'une trentaine de projets de loi. On en parle avec Kader Sogodogo. La rentrée des classes est effective au Sénat depuis le 13 avril dernier. Il est temps de se doter d'un calendrier de travail. C'est tout le sens de cette séance présidée par la vice-présidente Emilienne Bobi-Assa. 30 projets de loi à examiner, 2 séances d'information sur la bonne gouvernance avec notamment le rôle des parlementaires et l'évaluation des politiques publiques avec la Cour des comptes et enfin des visites de chantier réalisées par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques sont à noter. Nous aurons 2 séances de visite des grandes infrastructures administratives et des chantiers, des grands chantiers de l'État de Côte d'Ivoire. Ce que nous pouvons retenir, ce sont ces 3 sujets. Mais il faut retenir également que l'exécutif était représenté à la conférence des présidents qui a adopté le projet d'ordre du jour que la plénière vient d'adopter. Ce calendrier de travail court sur la période du 17 avril au 6 juin 2023. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la couverture maladie universelle a été jeudi dernier devant le CESEG, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Pierre Dimba a participé à la 3e étape des conférences initiée par l'institution. L'impact des drogues sur la jeunesse en Côte d'Ivoire, c'était le thème de la rencontre. Le compte-rendu de Marie-Chantal Akanda. L'usage de la drogue est un phénomène qui retient l'attention. Un problème social qui suscite davantage l'intervention des pouvoirs publics en vue d'apporter des solutions. Une des difficultés à laquelle les autorités se heurtent très souvent est la solution pour y remédier. Pour le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, la question doit être traitée urgemment. Le ministre de la Santé fait l'état des lieux de l'impact de ces stupéfiants sur la jeunesse en Côte d'Ivoire. Des conséquences néfastes sont connues de l'utilisation de la drogue. Le ministre de la Santé fait un plaidoyer à l'endroit du CESEC pour son appui et son accompagnement dans la politique de guerre contre la drogue. Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'on implique tous les acteurs, que la sensibilisation soit prépondérante dans nos activités. Tous les actes de santé qu'on veut vraiment promouvoir, il faut payer. Quand c'est des médias publics, je pense que ça pose quand même un petit problème. Donc il faut peut-être que nous voyons comment la possibilité soit donnée sur ces questions essentielles-là, que la sensibilisation soit gratuite, à défaut peut-être faire des montants forfaitaires pour nous permettre d'être plus efficaces. À l'entame de cette rencontre, le président du CESEC, Eugène Aka-Awele, a relevé l'importance du sujet sur la drogue pour mieux orienter les réflexions en commission. Il est nécessaire de relever que le CESEC, dans son rapport sur jeunesse et drogue, a souligné l'urgence d'aller au-delà du dispositif de lutte contre le trafic de drogue pour apprécier les causes de l'intérêt que les jeunes portent à la drogue, les aspects relatifs à la production, à l'importation, à la circulation et bien entendu à la consommation de ces substances, sans perdre de vue la question centrale de la prise en charge de toxicomanie. Cette conférence a permis de mettre en lumière les enjeux majeurs et les défis à relever en Côte d'Ivoire sur la problématique de l'impact de la drogue sur la jeunesse. Le CESEC, en tant que chambre consultative, s'est dit mieux outillé pour émettre des avis pertinents et trouver des réponses adéquates et durables.
Autre chose, à présent, la ville historique de Grand Bassam a abrité récemment la cérémonie de lancement de la phase 2 du projet C2D Emploi Jeune en collaboration avec l'Agence française de développement. La rencontre a été le cadre de l'opérationnalisation de la politique gouvernementale d'insertion des jeunes de la région du Sud Comoé. Amidia Soba, Jean-Marc Djadji. 820 jeunes âgés de 18 à 40 ans issus de la région du Sud Comoé bénéficient du projet C2D Emploi Jeune. L'initiative est du ministère de la Promotion de la Jeunesse en collaboration avec l'Agence française de développement, AFD. Financée à hauteur de 513 millions de francs CFA, cette phase 2 vise à promouvoir la politique gouvernementale en termes d'insertion des jeunes dans le Sud Comoé. Ma soeur et moi, on avait un rêve qu'on ne pouvait pas réaliser. Mais par la grâce de Dieu, grâce à ce projet, on a pu réaliser. 2023, décrété année de la jeunesse par le président de la République, ce projet constitue une priorité pour les jeunes de cette région. Ce projet est l'une des meilleures démonstrations de ce que nous, conseils régionaux, nous traduisons, nous déclinons sur le terrain la vision politique du président Alassane Ouattara. Qu'il est logique que ce soit quelque chose de prioritaire pour notre coopération avec la Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre du C2D. Et c'est pour ça qu'avec le troisième C2D, on va changer d'échelle. On va passer de 8 milliards de francs CFA à plus de 50 milliards de francs CFA pour accompagner les efforts de la Côte d'Ivoire. Ce projet est axé sur 2 piliers majeurs, à savoir l'accompagnement au développement d'activités économiques à petite échelle, AGR, et la création de micro et petites entreprises, MPE, a confirmé Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle. Au-delà donc de ce qui sera fait dans les prochains jours, c'est aussi un financement de plus de 1,5 milliard mobilisé pour la région pour 2800 jeunes, en plus d'autres initiatives que le gouvernement entreprendra donc dans la région du Sud Comoé pour les jeunes du Sud Comoé. 15 régions au total sont concernées par la phase 2 de ce projet. Sur la période de 2013 à 2021, la phase 1 du projet C2D Emploi Jeune a permis d'insérer 46 272 jeunes. Au moins 135 permis de conduire viennent d'être retirés à des auteurs d'infractions au code de la route par la commission de retraite du ministère des Transports. La dernière délibération a planché sur 46 dossiers, dont 9 cas mortels. Rappelons que la ville d'Abidjan concentre à elle seule 69% des accidents de la route en Côte d'Ivoire. On regarde l'éclairage de Didier Nguesson. Ils sont impliqués dans des accidents de la circulation entre 2020 et le premier trimestre 2023. Certains de ces accidents ont occasionné la mort et causé de nombreux blessés. Les mises en cause sont auditionnées devant la commission de retrait et de suspension de permis de conduire. Les circonstances des accidents sont passées au peigne fin pour situer les responsabilités des automobilistes selon leur niveau d'implication et la gravité ou non des cas. J'ai vu une voiture sur ma voie. À la lui venait, je ne pouvais rien faire. On est venu se croiser, il y a eu un accident. Il y a une famille. La loi, c'est la loi. Je viens de sortir d'une situation difficile. D'abord, moralement, ça m'a affecté parce que quelqu'un meurt à partir de ma voiture. C'est vrai que le constat m'a favorisé, mais il faut que les dieux me pardonnent aussi et que l'État aussi me pardonne. Alors, je vais rouler prudemment. Sur 46 dossiers traités à cette session, 9 concernent des accidents mortels, 16 accidents corporels, 13 accidents matériels et 8 autres infractions. Sur 183 dossiers analysés, nous avons malheureusement une forte proportion de cas de décès. Et cela est regrettable. Nous avons eu des cas de conduite en état d'ivresse. Et comme ces cas sont des sanctions prévues dans le cadre donc, du permis à points, nous allons les reverser au Centre de gestion intégrée de la mobilité urbaine pour que ceux qui étaient dans cette situation de conduite en état d'ivresse voient leur permis retiré, 6 points retirés sur leur capital de permis. Au premier trimestre 2023, la commission a délibéré sur 183 accidents et suspendu de manière ferme 135 permis de conduire pour une période allant d'un mois à plus de 10 ans. 26 autres permis sont suspendus avec sursis et 4 autres ont été restitués.
La Caritas, une structure sociale de l'Église catholique, vient de recevoir des dons du district autonome d'Abidjan. Une action de solidarité pilotée par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé et qui vise à soulager cette confédération de l'Église catholique à promouvoir le développement humain. Jean-Marc Djadji. 25 sacs de riz, 20 cartons de 48 boîtes de lait et 20 sacs de sucre. Ce sont les dons du district autonome d'Abidjan aux volontaires de Caritas Côte d'Ivoire, organisation humanitaire de la communauté catholique de Côte d'Ivoire. Le secrétariat exécutif national de cette ONG exprime sa satisfaction. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et si, au travers des différentes missions qui leur sont confiées en tant que gouverneur, ils marquent parfois une halte pour penser à toutes ces personnes vulnérables, je pense que c'est des gestes à saluer. Et la meilleure manière de leur dire merci, je pense que c'est de leur recommander au Seigneur pour que lui-même, le dispensateur de tout bien, de toute grâce, leur accorde la force, le courage. C'est au nom du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé que le premier vice-gouverneur du district s'est engagé à soutenir l'institution dans sa politique caritative. Convaincu du travail énorme que la Caritas fait au quotidien auprès des populations les plus vulnérables. Il est question pour le ministre-gouverneur d'apporter sa modeste contribution au réarmement moral de nos populations les plus vulnérables que la Caritas fait chaque jour. Caritas Côte d'Ivoire a 3 grands domaines d'intervention, à savoir l'assistance, la santé et la promotion humaine. 6 artistes viennent de réaliser une fresque géante sur la façade de l'immeuble La Pyramide dans la commune du Plateau. Une performance à ciel ouvert dénommée Des mains et des années pour un bâtiment conçu dans les années 1970 par l'architecte italien Rinaldo Olivieri. Une manière pour ces artistes de redonner une seconde vie à cette bâtisse à l'abandon. On retrouve encore une fois Jean-Marc Djadji. Une architecture sur une base de fond coloré, une sorte de dégradé orangé ocre sur les façades de l'immeuble La Pyramide dans la commune du Plateau. C'est la fresque géante conçue sur cet édifice de plus de 60 mètres de haut de style moderniste. Signe d'une seconde vie pour cette architecture novatrice, preuve du miracle ivoirien des années 70. Le projet Pyramide 2023 demain est déjà né est restitué au public en présence d'une forte délégation ministérielle composée des ministres de la Culture, du Tourisme et de la Construction. Cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre de la vision Plateau Smart City. Ces travaux qui donnent au paysage urbain de notre commune un autre visage s'intègrent parfaitement dans la dynamique de la Smart City que nous souhaitons, nous sommes en train d'impulser au Plateau. Cité verte, intelligente, connectée, sécurisée. Cet ouvrage avant-gardiste fut réalisé par 6 artistes d'Europe et de Côte d'Ivoire sous la supervision de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. C'était aussi l'occasion de montrer le talent et la force du talent de nos jeunes. Vous savez bien que cette année leur est consacrée. Et autour de ce projet, il y avait aussi la possibilité et surtout la volonté que nos jeunes puissent exprimer leurs différents talents artistiques. L'aboutissement du projet Pyramide 2023 demain est déjà né, réjouit Alain Donvaï, président de la COP15, et le ministre du Tourisme, Siandou Fofana. Notre rôle est éminemment important. Pour la suite, il va falloir se battre pour que cette œuvre iconique, qui est un produit d'appel pour le tourisme ivoirien, puisse renaître. L'immeuble La Pyramide est propriété de l'État de Côte d'Ivoire depuis août 2021. Ce projet sonne comme un nouveau départ pour le ministre Bruno Koné avant sa réhabilitation totale. C'est une œuvre d'art en quelque sorte, donc il faut maintenir cet esprit-là d'œuvre d'art et nous pensons, nous avons déjà quelques personnes, quelques investisseurs intéressés avec qui nous continuons de discuter. J'ai bon espoir qu'avant la fin de cette année, nous allons prendre la décision définitive. Cette exposition est initiée à l'occasion des 50 ans de l'édifice, ouvrage de l'architecte Rinaldo Olivieri, avec le concours de son homologue ivoirien Raymond Akaadjo entre 1968 et 1973, dans le style brutaliste.
Dans l'actualité internationale au Soudan, les évacuations de ressortissants étrangers ont débuté samedi 22 avril alors que les combats se poursuivent. Une fois encore, ni l'armée ni les FSR n'ont respecté leur promesse de cesser le feu. La journée a été marquée par de nouvelles explosions et des échanges de tirs à Khartoum, la capitale. Le bilan encore très provisoire établi par l'OMS fait état de 413 morts et plus de 3500 blessés. Et puis, une attaque contre un aéroport et un camp militaire dans le centre du Mali a provoqué la mort de 10 civils samedi, selon le gouvernement qui affirme avoir neutralisé plusieurs dizaines de terroristes. Le même jour, 3 soldats sont morts alors que leur hélicoptère s'est écrasé dans un quartier résidentiel de la capitale Bamako. Selon un élu local des militaires sénégalais de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali sont intervenus à Sébaré, dans le centre du Mali. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de rester sur RTI1. L'info continue.